Clubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle émission, nouveau voyage dans le temps. Cette fois-ci, on va parler du MSX. Le MSX, c'est quoi? C'est le premier standard de micro-informatique apparu en 1983. Alors Philippe, écoute, tu vas nous présenter la première machine. Et alors, qui dit standard dit du coup plusieurs constructeurs. Exactement. Bonjour Paul-Émile. Donc effectivement, le MSX est avant tout un standard. C'est pas une seule machine. C'est à peu près une quinzaine de constructeurs, notamment massivement japonais, qui se sont réunis autour d'une table ronde en disant mais nous voudrions créer le premier véritable standard de micro-informatique domestique, donc à destination du grand public, avec des machines toutes compatibles les unes les autres, qui répondraient quasiment aux mêmes critères, et surtout qui permettraient, c'est surtout ça l'essentiel, d'utiliser les mêmes logiciels. Et PC avant l'heure. Le PC avant l'heure, exactement, avant que le PC devienne un grand standard. Eh bien, le premier vrai standard, c'était le MSX. Et Microsoft était déjà dans le coup. Alors, Microsoft avait participé à cette fameuse réunion de lancement avec plusieurs constructeurs pour proposer notamment son BASIC. Microsoft était à l'époque spécialisé dans le langage BASIC. Et effectivement, tous les MSX, tous les ordinateurs MSX à naître allaient être dotés d'un langage Microsoft BASIC qui finalement était, somme toute, une assez bonne version du BASIC, le langage BASIC, qui permet de programmer facilement les entrailles du MSX pour utiliser les capacités graphiques et sonores, notamment assez spécifiques de cette gamme de machines. Donc Microsoft se charge de la partie logicielle, et pour les constructeurs, on va retrouver Casio, Sony, Canon, Panasonic, Sony, Canon. Je vais certainement en oublier, mais tous. il y a quasiment tous les grands constructeurs de matériel audiovisuel japonais vont se lancer dans l'aventure et sortir un ou plusieurs modèles de MSX, une gamme qui va évoluer pendant le temps. Alors ça tombe bien parce que justement là on en a quelques-uns, deux qui sont en état et un qui est démonté. Alors donc là ça se présente comment? T'as quoi? On peut le présenter brièvement, en tout cas celui-ci qui est plus particulièrement intéressant, c'est un modèle Yamaha. Donc Yamaha, c'est le grand constructeur, c'est la musique professionnelle, ce sont les synthétiseurs professionnels. Et effectivement Yamaha s'empare de la gamme MSX, donc on voit ici le fameux logo qui stipule bien que cet ordinateur est compatible MSX et donc il peut recevoir toutes les cartouches de jeux, notamment MSX, que l'on insère ici. Un peu comme une console de jeu, quoi, finalement. Comme une console de jeu, exactement, avec des prises aussi qui permettent de jouer. Et comme c'est Yamaha, eh bien, que va-t-il faire? Il va modifier la machine pour permettre ici notamment d'inclure une grosse cartouche qui va contenir un synthétiseur complet doté de prises MIDI. Et là, tu vas pouvoir créer de la musique sur ton MSX. Avec de la véritable musique professionnelle avec ce petit ordinateur 8 bits. Donc c'était vraiment une grande évolution, un standard qui a été vraiment très bien suivi à l'époque. Et les MSX, on va les retrouver sur tous les marchés, donc Japon, Europe, c'est peut-être moins diffusé en Europe. En Europe, beaucoup, avec notamment le constructeur Philips. Ça, c'était l'ordinateur de Schneider, donc notamment allemand, enfin la firme allemande, qui est un petit peu l'aléa de Philips en Allemagne. Et donc, Philips qui va proposer ce genre de machines, qui sont donc des MSX, il va y en avoir comme ça à peu près une dizaine de modèles qui vont évoluer dans le temps jusqu'à être dotés de capacités graphiques et sonores beaucoup plus étendues que le standard de base. Et alors celui-là, le cas d'école, tu as 2 slots cartouches, pas un mais 2. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas pas mettre 2 jeux en même temps quand même dans ton MSX? Eh bien si. Alors tu mets 2 jeux en même temps. On peut par exemple mettre 2 jeux en même temps. Donc si je prends par exemple des cartouches Konami, on avait certains jeux Konami qui, lorsqu'on mettait 2 cartouches en même temps, débloquaient des stages supplémentaires dans certains DLC jeux. avant l'heure, écoute, exactement. Tu me fais pleurer là. Et tu pouvais aussi mettre des cartes d'extension du coup, il faut voir comme étant finalement des ports d'extension sur l'ordinateur de type PC, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement ajouter des cartes vidéo, on pouvait ajouter des cartes sonores et transformer sur l'ordinateur MSX en quelque chose de très performant sur le point de vue audiovisuel. Eh ben ça tombe bien, la transition est toute trouvée pour les specs. Alors qu'est-ce que tu avais à l'intérieur de cette machine? Alors vite fait, donc on a pu ouvrir cette machine-là qui est une machine Sanyo. Donc on retrouve nos 2 ports de cartouche sur la carte mère qui est assez succincte. Et finalement, ce qui est le plus intéressant dans cette carte mère, ce sont les 2 composants primordiaux, les plus importants, qui sont soit le processeur central qui est donc un Z80, qui est un microprocesseur 8 bits très en vogue à l'époque et qui fonctionne à peu près presque 4 MHz, un petit peu moins, et surtout la puce vidéo Texas Instruments, la 9929, qui elle va notamment faire en sorte que le MSX va servir de console de jeu. Pourquoi? Parce que dans la puce vidéo de Texas Instruments, il y a notamment
quelque chose qui n'existait pas trop à l'époque sur les ordinateurs concurrents du MSX, qui sont des sprites hardware, c'est-à-dire tous les petits lutins qu'on a tout ce qui bouge à l'écran, tout ce qui bouge à l'écran, c'est géré en hardware, ça ne dépend pas du logiciel que gérer le microprocesseur, ça permet de libérer de la ressource et donc d'avoir des jeux beaucoup plus performants. Et surtout, le principe de la carte graphique. Le principe de la carte vidéo de PC maintenant, c'est-à-dire qu'on a de la mémoire vidéo qui est présente ici, qui est séparée du système, ce qui permet également d'avoir des temps d'accès beaucoup plus importants pour la partie graphique. Et alors justement, en termes de RAM, tu as combien? On a ici 16 kilooctets de mémoire. C'était le standard de l'époque, on pouvait avoir des micro-ordinateurs de gamme MSX qui pouvaient monter jusqu'à 64 kilooctets de mémoire, 64 kilo étant finalement le maximum que pouvait adresser nativement le microprocesseur 8 bits. Aussi au niveau des interfaces à l'arrière, il y a quelque chose de particulier ou non? Il n'y a rien de différent? Non, c'est assez standard, mais il y a quand même des prises informatiques qui sont intéressantes à l'époque. Pour connecter des imprimantes, il n'y avait pas d'USB. On utilisait des prises dites Stantronix. Donc c'est ce format de prise sur lequel se connectaient les imprimantes à aiguilles, 9 aiguilles de l'époque, pour pouvoir imprimer. Et un port d'extension aussi qui permettait aussi d'étendre les capacités en connectant notamment un lecteur de disquette externe. Alors maintenant, on est en 83, je veux me payer cette machine, combien je dois dépenser? C'est à peu près le prix standard pour un micro-ordinateur de l'époque, 83-84, c'est 3000 francs, 3500 francs, donc à peu près 600 € pour avoir un ordinateur 8 bits top class, en tout cas pour l'époque. Et ben maintenant, on va voir ce qu'il est dans le ventre et on va passer aux démos pratiques. C'est parti. Allez, on passe au jeu maintenant. Alors, les licences phares, quels étaient vraiment les meilleurs jeux sur MSX? Alors bien souvent, les meilleurs jeux sur MSX étaient justement des jeux Konami. Ça a été vraiment une grande société japonaise à l'époque qui a conçu des jeux qui sont restés mythiques. Donc on a par exemple ici The Goonies qui est l'adaptation du jeu tiré du film de Spielberg. Et donc là tu peux nous montrer un petit peu la manette à l'image un peu. Alors c'est une manette spéciale, donc c'est vraiment un pad un petit peu comme on a sur NES quoi. Sur NES, en fait, ça ressemble beaucoup et parce que voilà, c'est une machine d'origine au standard essentiellement japonais. Donc les Japonais ont nativement conçu des pads pour MSX, comme si c'était encore une fois une console de jeu. C'est bien ça qu'il faut en retenir. Donc voici le Goonies. Donc ça c'est un jeu MSX 1 parce que comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'évolutions. On joue actuellement sur une machine MSX 2 qui est capable de bien meilleurs graphismes et qui est rétro-compatible avec les cartouches de MSX 1. Super. Donc c'était vraiment génial, on avait le meilleur des deux mondes entre guillemets, quoi. Donc voilà les Goonies, des animations sur l'écran qui sont très sympathiques, les chutes d'eau, les petits crânes pouf dans lesquels je viens de mettre un coup de poing. Alors le MSX a donné aussi naissance à une licence un petit peu connue comme ça, dont on entend encore parler ces derniers temps. Un petit peu, un petit peu beaucoup, parce qu'effectivement, il faut le savoir, le premier épisode de Metal Gear est né sur MSX. Et non sur NES. Voilà, il est né sur MSX2, donc voici le premier Metal Gear, tel qu'il était à l'origine, avant d'être adapté à la NES. On va retrouver le logo Konami qu'on retrouvait sur Super NES. Donc là c'est vraiment un jeu MSX2 qui exploite le nombre supérieur de couleurs que peut afficher la machine. Et lorsqu'on lance le jeu, on va retrouver finalement tous les grands ingrédients d'un Metal Gear. On est le personnage, il y a Big Boss qui nous appelle à la radio, voilà. Comme sur les derniers épisodes, exactement de la même manière. Et donc ça reste un jeu d'infiltration et d'action. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, nous sommes sur une cartouche de jeu, et on pouvait tout de même sauvegarder cette partie en utilisant les touches fonctions. On pouvait sauvegarder sa partie sur cassette audio. Ok. Voilà, et reprendre plus tard, un peu comme ça vient une carte flash USB ou que sais-je, ou une carte mémoire pour PlayStation par exemple. Autre gros jeu, toujours de Konami. Toujours de Konami, un jeu très mignon, Penguin Adventure, qui a été produit sur différentes plateformes, et notamment sur MSX, dans lequel vous êtes un petit pingouin, on a une espèce de fausse représentation en 3D, on a l'impression qu'on file dans le décor. Je sens que tu as passé des heures là-dessus, non? Tu parles avec... C'est un jeu d'une poésie, si on peut parler de poésie dans un jeu vidéo, qui est vraiment magnifique. Donc le petit pingouin, son ami est parti avec ses valises, on ne sait pas d'où, il doit aller à l'autre bout de la banquise pour la retrouver. C'est super mignon, c'est vraiment très kawaii, pour en prendre un terme japonais. Et ça reste un petit jeu d'action très très sympa, qui mériterait d'ailleurs d'être adapté, même sur des plateformes de maintenant, tu vois, voilà la carte de la banquise, avec différents stages, un peu comme un jeu de voiture, un peu comme si c'était un outrun, ouais, tu vois. On va passer par différents paysages, voilà, la forêt, après ce sera la banquise, on peut même voler sur des nuages. Enfin, bon, les souvenirs sont encore frais là. C'est très frais, c'est un jeu qui marque. Un autre jeu, maintenant on passe à la baston. Un petit peu de baston maintenant pour effectivement égayer nos parties entre nous. Est-ce que tu vas nous montrer l'ancêtre de Soul Calibur 2? Donc là, c'est un petit peu l'ancêtre de Soul Calibur, effectivement. C'est Yer Kung Fu, ça c'est le numéro 2, le deuxième épisode, qui est un petit jeu de combat dans lequel on incarne le célèbre Bruce Lee,
qui va se battre contre tout un tas d'ennemis. Et effectivement, on va retrouver les composants finalement des grands jeux de combat de maintenant, hein, comme Tekken, Soul Calibur, etc. Puisqu'on a une arène. Là, si je passe les petits bonhommes qui font plus office de bonus. Hop là, je me suis pris dans la tête. On va se retrouver face à un combattant qui va avoir ses propres caractéristiques, qui va pouvoir utiliser des armes blanches ou peu importe, le voilà. Donc là, par exemple, avec sa natte, tu vois, qui peut envoyer sa natte à distance. Il a de la longe. Ouais, il a de la longe, donc il faut que je m'approche et paf, dans la tête. Oh, tu vois. purée, écoute du premier coup. Ouais, là, direct. Ouais, mais là, par contre, là, il m'assène des coups, ça va être une catastrophe, je vais perdre. Et donc, c'est un jeu vraiment très drôle. Et c'est vrai que chaque personnage est un petit peu différent. Et pour l'histoire, il y a même une fille qui balance ses éventails. Et à la fin, lorsqu'on la terrasse, elle se met à terre un petit peu comme si nous l'avions conquise. Bah, à propos, j'allais dire justement que tu avais de beaux restes là quand même. Hein. Exactement. Oui, quand même un petit peu. Il y a même un bol de riz, si j'arrive à le saisir. Hop, de l'énergie, je Oh, suis joli. invincible. Je vais pouvoir lui mettre dans le bide. Voilà. Viens là, mon coco. Voilà, il est mort. Ok. Bon, bah on va conclure. Voilà, on a plein d'informations sur le hard, sur le soft, et maintenant j'ai toujours envie de te poser les deux mêmes questions. Pour toi, en quoi la machine a marqué son temps et qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle n'était plus dans la course? Bah, le MSX a été, donc, on l'a dit, le premier essai de créer un standard de micro-ordinateur domestique. Avant le PC? Bien avant le PC, 7 ans avant le PC, avant que le PC devienne domestique, pour avoir des micro-ordinateurs certes différents, mais qui soient capables de lancer les mêmes logiciels, compatibles entre eux. Compatibles entre eux. Donc c'était quand même un bel effort. Et puis également, c'est un ordinateur qui peut se vanter d'être également une console de jeu. Donc en un seul élément, on avait les deux mondes. On va retrouver les cartouches, les manettes. Les cartouches, les manettes, mais aussi des logiciels de traitement de texte, etc., de programmation. Ça, c'était vraiment intéressant. Et malheureusement, c'est quand même une gamme d'ordinateurs essentiellement 8 bits, donc qui sont assez datés. Et dès 85-86, avec l'arrivée de l'Atari ST, de l'Amiga 500, qui était beaucoup plus performant, effectivement, la gamme MSX n'a pas pu concurrencer, malgré qu'au Japon soit né un ordinateur de 16 bits MSX. Le MSX2. Il est resté MSX même 2 Turbo Air, tel qu'on l'appelait. Eh bien, c'est resté une machine confidentielle et qui n'est pas arrivée en Europe. En Europe, tout le monde était passé déjà. Et là, c'en était 16 fini bits. du MSX. C'était terminé du MSX, donc dès la fin des années 80. Voilà. Ok, on arrive au terme de cette émission, donc on sait à peu près tout sur la machine. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle bécane qui a marqué son temps et un nouveau voyage dans le temps, bien sûr. Merci Philippe. Merci. Allez, ciao. カーターは今コナミのハイパーオリンピックでハードルに挑戦中。おっと母さんまだ7種目も残ってるんですよ。 MSX 対応ハイパーオリンピック。コナミ